Quand on parle d'ambiance extrême, il faut savoir par exemple qu'il est alimenté par ce qu'on appelle des ergols, donc c'est le carburant du moteur. Ce carburant, il est à des températures extrêmement basses, donc c'est de l'hydrogène liquide, de l'oxygène liquide, on est à moins 200 degrés. Et la combustion de ce carburant, elle génère des températures de l'ordre de 3000 degrés. Et tout ça, ça se fait dans un espace réellement réduit. Donc ce sont quelques dizaines de centimètres où d'un côté on a donc ces ergols extrêmement froids et de l'autre côté la combustion extrêmement chaude. Donc tout ça c'est extrêmement sollicitant pour les pièces du moteur. En parallèle, donc, on a un environnement vibratoire, donc tout ça donc, génère du bruit, ça vibre. Il faut vraiment s'assurer que tout tient, donc à la fois le moteur, la fusée, le satellite qui est emporté par la fusée. Et puis, ce dont on n'a pas forcément conscience, c'est que pour alimenter ce moteur, on utilise ce qu'on appelle des turbopompes qui vont transformer la pression qui est dans le réservoir pour donc augmenter cette pression, pour l'alimenter le moteur. Il faut savoir que ça tourne à plus de 100 000 tours minute, donc on a vraiment des rotations qui sont énormes. Une autre dimension qu'on explore aujourd'hui beaucoup dans la préparation des lanceurs du futur, c'est la réduction de l'impact environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les lanceurs qu'on utilise, l'impact sur l'environnement, il est relativement minime comparé à tout ce qu'on peut voir, donc le chauffage, le transport de manière générale. Ça ne nous empêche pas non plus d'avoir cette dimension-là à l'esprit quand on prépare le lanceur du futur. Donc un des éléments très importants, typiquement qu'on a identifié pour agir sur cet impact environnemental, c'est donc la production de ces ergols, donc la production des carburants dont on a besoin pour alimenter le moteur. Donc la production d'hydrogène liquide, la production d'oxygène liquide. Pour la fusée du futur, on imagine aussi de fonctionner avec du méthane. Donc là aussi, la production de méthane, par exemple, d'un point de vue environnemental, est très intéressante parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour arriver à ce méthane liquide. Donc, les lanceurs qu'on utilise aujourd'hui en Europe, donc qui sont envoyés depuis la base spatiale de Kourou, donc les lanceurs sont Ariane 5, Vega, également Soyouz. Ce sont tous des lanceurs qui ne sont pas réutilisables, c'est-à-dire qu'on ne les utilise qu'une fois. Les morceaux retombent en général dans la mer ou restent un certain temps en orbite, mais on ne réutilise pas les morceaux de ces fusées. Ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, notamment avec SpaceX, c'est que cette réutilisation permettait notamment de réduire de manière importante les coûts de ces lanceurs. Et on est confronté aujourd'hui à une compétition qui est quand même très féroce dans le domaine des lancements. Donc les problématiques auxquelles on va être confronté, c'est que là où on n'utilisait qu'une seule fois les morceaux, donc que ce soit le moteur, les réservoirs, il va falloir d'une part les récupérer et d'autre part pouvoir les réutiliser. Donc la récupération, c'est comment faire revenir cet étage de fusée sur Terre. Donc on a dû étudier est-ce qu'il s'agissait de le faire revenir en planant. Donc on connaît par exemple les navettes américaines type Columbia. Est-ce qu'on les fait revenir au contraire à la verticale? Donc là, on a plus en tête ce que fait SpaceX, mais il y avait initialement la fusée de Tintin aussi, qui part à la verticale, qui atterrit à la verticale. Donc tout ça, c'est regarder d'assez près pour savoir avec les technologies dont on dispose aujourd'hui en Europe, quelle est la meilleure solution. On s'oriente aujourd'hui vers plutôt de préférence un atterrissage vertical. Donc l'atterrissage vertical, ça veut dire qu'il faut connaître notamment, je parlais d'ambiance extrême tout à l'heure, ce que va vivre le lanceur, notamment quand il va revenir dans l'atmosphère, dans les couches proches de l'atmosphère, et aussi donc le choc à l'arrivée sur le sol. Ça, c'est une première chose. Et puis il y a aussi la précision, donc bien maîtriser l'endroit où va atterrir la fusée. Donc tout ça, ce sont des dimensions qu'on regarde d'assez près. Et l'autre élément qu'on regarde également, c'est donc le fait que le lanceur maintenant doit vivre plusieurs vols. Donc il faut le dimensionner pour ça. Donc on a souvent tendance à ce qu'on appelle surdimensionner, donc à faire des moteurs ou des matériels qui sont déjà très performants pour être sûr d'être prêts à confronter le pire. Donc souvent, ça nécessite quand même de vérifier, de rajouter en tout cas des éléments de vérification. Et ce qu'on essaye de faire aussi pour que tout ça reste intéressant, il faut que ça coûte
pas cher. Et par exemple, il ne s'agit pas de devoir remplacer toutes les pièces d'un moteur ou de remplacer toutes les pièces de la fusée, des petits boulons, des petits joints, parce que ça coûte là aussi extrêmement cher. Donc il s'agit de faire un design de fusée qui permette de nécessiter le minimum d'opérations une fois que la fusée est revenue sur Terre. Donc aujourd'hui en Guyane, on lance donc le lanceur Ariane 5, on lance également Vega, on lance Soyouz. Ce qu'on voit apparaître en Europe et ailleurs, ce sont les initiatives pour faire de beaucoup plus petits lanceurs. Et donc c'est quelque chose qu'on regarde avec attention, notamment parce que ces petits lanceurs, évidemment, recherchent des endroits pour lancer les satellites. Et donc, on est en ce moment en lien avec pas mal de sociétés qui sont intéressées pour effectuer des lancements depuis la Guyane.